This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. At Chipotle, we also have a playlist. Guacamole as it's being hand-mashed. The sizzle of adobo chicken on the grill. The chopping of onions and cilantro. We call our playlist Real. Order now. Chipotle. For real. Salut à toutes, salut à tous. 8e étape du Tour de France. Aujourd'hui, c'est le retour de l'étape de transition. L'étape toute plate. L'étape pour sprinter. L'étape où on se demande s'il va y avoir des échappées parce qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher en route. Un sprint intermédiaire au kilomètre 85 et un tout petit point de la montagne, une seule difficulté, la côte de Nulé-sur-Vicois qu'ils sont allés chercher, on ne sait pas comment, 900 mètres à 4%, c'est à peine un dos d'âne et ça sera à 154 km de l'arrivée. Donc évidemment dans très très longtemps, pas sûr donc qu'il y ait des courageux qui s'aventurent sur les routes de la Mayenne. Aujourd'hui on va jusqu'à Laval où sera jugée l'arrivée. Dans un faux plat montant par contre, le dernier kilomètre est à 3% de moyenne. Ça sera pour des sprinteurs un petit peu costauds pour s'imposer. En tout cas, ça annonce une journée tranquille. Mais attention, les journées tranquilles, c'est souvent celles, et on l'a vu récemment, où il y a les chutes les plus terribles, dans des petits moments d'inattention ou dans les seuls rares moments où ça s'accélère. Il faudra être vigilant. C'est le grand danger. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un coureur qui ne part pas, victime de la chute hier, qui a emporté notamment Jack Haig. C'est Eddie Dunbar qui abandonne et qui ne prend pas le départ, un équipier important pour Ben O'Connor, coureur de la Jayco Alula. En tout cas, c'est un sprint qui nous attend, le duel entre Jonathan Milan, qui n'a pas encore gagné, et Tim Merlier, qui lui en a gagné une. Et puis les outsiders, Binyam Girmay et Soren Vrejkold, souvent très bien placés. Et tous les autres, Jordi Meus, Dylan Groenewegen, le duo Bittner-Lund Andresen pour la Picnic Post-NL, Alberto Dainese, Phil Baos, et puis tous les Français, Arnaud Démare, Paul Pénoët et Brian Cocard en tête. Ce sont tous ces coureurs qui vont se battre pour la victoire aujourd'hui et aussi tenter d'éviter les chutes. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti, le kilomètre 0. Le départ de cette 8e étape de 172 km. Et pas d'attaque. Là, pas d'attaque, ça nous rappelle l'étape numéro 3 où aucun coureur ne tente de s'échapper là dès le début. Peloton complètement groupé, rythme tranquille, ils n'ont pas accéléré. Ils vont au même rythme que dans l'après-course. Il est possible que ce soit une longue journée pour les coureurs du peloton et pour tous les commentateurs sportifs du monde entier qui doivent commenter cette course en direct et qui n'ont pas la chance d'écouter 100% cyclisme où on ne commente que quand il se passe quelque chose. Quinn Simmons pour la Lidl Trek et Jonas Ruch pour l'Intermarché Venti. Voilà les deux coureurs qui vont rouler tranquillement en tête de ce peloton. On est à 150 km de l'arrivée. Il n'y a eu pas la moindre attaque et on a mis moins longtemps que lors de la 3e étape à imprimer un rythme, histoire de ne pas y passer toute la journée. Le peloton qui va à une certaine vitesse, rien de terrible, mais voilà, ce n'est plus une procession. Toutefois, ça ne va pas suffisamment vite pour inquiéter les coureurs qui ont été blessés hier, notamment Joao Almeida, Louis Barret, qui s'en est pris une belle aussi, Santiago Buitrago. C'est les 3 coureurs qui ont eu les blessures les plus graves et les plus impressionnantes. Mais eux sont toujours là dans le peloton, à l'inverse donc d'Eddie Dunbar qui a abandonné ou Jack Haig. Un peloton assez étiré, on n'est plus du tout compact, mais un rythme facile à suivre pour tout le monde. Les kilomètres qui défilent, la situation qui ne change pas d'un iota. 2 coureurs à l'avant, Quinn Simmons pour la Lidl Trek et Jonas Ruch pour l'Intermarché Venti. Mais on va arriver au premier point d'intérêt avec ce sprint intermédiaire. On est désormais à 88 km de l'arrivée. Aucune tentative d'échapper. Mais là, un sprint, et attention, c'était sur un sprint comme ça intermédiaire que Philipsen avait chuté lourdement au cours d'une étape où il s'était rien passé. Et les sprinteurs, en plus, ils en ont besoin de ces points du maillot vert, là, du sprint intermédiaire, parce que Tadej Pogačar semble être désormais le grand favori pour remporter ce maillot vert. Il est en tête et il reste plus d'étapes de montagne que d'étapes de sprint jusqu'à la fin. Donc il va en ramasser des points quand les sprinteurs, eux, n'auront plus beaucoup d'occasions. Donc les sprints intermédiaires auront vraiment une grande importance
pour la défense du maillot vert. Et on va voir si Jonathan Milan, qui a dominé à chaque fois Binyam Girmay dans tous ses sprints intermédiaires, va de nouveau s'imposer, passer en tête. On va voir qui d'autre va le faire. Pour l'instant, on a surtout vu Anthony Turgis s'y mêler. Brian Cocard, depuis qu'il a fait tomber Jasper Philipsen, n'y participe plus. Et Tim Merlier, on l'a vu une fois le faire. On va voir, là, il est bien placé dans les premières positions. On va voir s'il va aller le faire aussi. Allez, sans surprise, Jonathan Milan, qui est le premier à lancer, de très loin, avec Turgis dans sa roue. Et Tim Merlier, qui le fait définitivement. Girmay, qui est pour l'instant un petit peu bloqué. On a ces 4-là qui le font. Et c'est Milan qui, comme d'habitude, s'impose devant Merlier, Turgis et Girmay qui s'est fait avoir, qui ne prend que la 4e place de ce sprint. Voilà les 4 coureurs qui l'ont fait. Merlier qui s'y est mêlé cette fois. Il y avait aussi Brian Cocard, il me semble, mais qui est passé un petit peu plus loin. Il s'est fait enfermer. Au moins, il n'y a pas eu de chute. On a eu un petit peu d'action. Et désormais, c'est reparti pour le rythme un petit peu lénifiant de la course, qui reprendra. Quoique là, on a Mathieu Burgodeau qui a décidé d'accélérer là après le sprint intermédiaire, mais il est immédiatement pris en chasse par Quinn Simmons et par les coureurs de l'Intermarché Venti. Bien que le sprint intermédiaire soit passé, on aurait pu se dire que peut-être ils allaient laisser partir une échappée pour essayer de ne le reprendre que plus tard. Non, pour l'instant, ils poursuivent même cette petite initiative de Burgodeau là. Allez, ça marchera peut-être mieux s'ils s'y mettent à deux là. Mathieu Burgodeau qui retente, accompagné de Matteo Vercher. Et là, ils ont surpris Quinn Simmons. Là. Il faisait son petit train, Quinn Simmons, et ils sont passés en sprint à côté de lui. Et ils ont réussi à faire un petit écart, là, les deux coureurs de la Total Energy. Alors, il faut dire que la Total Energy, voilà, ils ont perdu leur sprinter Emilien Janière. Donc, ils n'ont plus de chance de victoire. Et puis, voilà, c'est désormais la seule équipe, en fond, dans tout le peloton, qui n'ont ni sprinter, ni leader du classement général. Et c'est donc logique que ce soit eux d'aller à l'avant, parce qu'ils n'ont rien d'autre à espérer aujourd'hui. Aucun leader à protéger, aucun sprinter avec potentiel de victoire, même s'ils ont Anthony Turgis, mais c'est pas vraiment un vrai sprinter. Et du coup, ils ont attendu qu'on ait fait ce sprint intermédiaire à mi-course. Et là, ils sont sortis. Ils ont 14 secondes d'avance. Ils ne se sont pas laissés intimider là, par la Lidl Trek et l'Intermarché Venti, qui ont d'abord fait comprendre à Burgodeau qui lui a dit « Non, tu sortiras pas ». Mais là, à deux, ils ont réussi. C'est bien joué. Ça veut dire aussi qu'il y aura au moins un de ces deux coureurs qui aura un prix de la combativité. Là, hein. Il n'y aura pas aucun prix du combatif comme lors de la 3e étape. La minute désormais d'avance, hein, le gros travail là, de Matteo Vercher et Mathieu Burgodeau. On est à 56 km de l'arrivée. Et les deux coureurs français de la Total Energy qui ont bien réussi à s'extirper de ce peloton mené désormais de manière un peu plus insistante par Quinn Simmons et Jonas Ruch. Ils sont à l'avant, donc on va quand même pouvoir un petit peu se les présenter. Hein. Matteo Vercher, 24 ans, une victoire professionnelle. C'était cette saison, une classique en France, le Tour du Doubs, coureur qui a passé toute sa carrière du côté de la Total Energy. Et puis Mathieu Burgodeau, que l'on connaît un petit peu mieux, 26 ans. Lui aussi a passé toute sa carrière dans cette équipe. Et lui, il compte 5 victoires dans sa carrière, dont une en World Tour. C'était sur Paris-Nice en 2022, la 6e étape. Il s'était imposé, alors, rendez-vous compte, devant les 3 coureurs dans lesquels il s'était imposé, Mats Pedersen, Wout van Aert et Binyam Girmay. Autrement dit, une échappée en solitaire. Il avait résisté dans les dernières secondes au retour du peloton qui arrivait au sprint. Superbe victoire pour Mathieu Burgodeau, c'était même la première de sa carrière. Il a ensuite remporté une étape sur le Tour du Limousin l'an passé, et puis il avait performé en Turquie sur le Tour d'Istanbul l'an passé, 2 victoires d'étape et le classement général. Voilà les 5 victoires de la carrière de Mathieu Burgodeau, qui participe déjà à son 5e Tour de France, alors que c'est le 2e pour Matteo Vercher. Et ces deux coureurs qui ont en commun d'avoir tous les deux fait une 2e place sur une étape du Tour de France. Matteo Vercher, c'était l'an passé, lors de la 18e étape, il avait été devancé au sprint dans l'échappée par Victor Campenaerts. Il était en compagnie également de Michal Kwiatkowski qui lui avait fait 3e. Matteo Vercher 2e, donc d'une très grosse échappée qui avait terminé avec plus de 13 minutes d'avance sur le peloton. Mathieu Burgodeau, lui, c'était il y a 2 ans. Encore évidemment une échappée, et là il avait terminé plus loin. Il avait terminé à 58 secondes du vainqueur Jon Izagirre. 2e, juste devant Matteo Jorgensen. C'est donc, c'est pas des victoires, mais ça reste des belles 2e places de prestige pour ces deux coureurs. Du côté des monuments, Mathieu Burgodeau, on l'a souvent vu sur Liège-Bastogne-Liège et une fois sur le Lombardie, mais aucun top 50 à son actif. Alors que Matteo Vercher, lui, a fait une fois Liège-Bastogne-Liège et une fois le Tour de Lombardie. Il n'a jamais même terminé ces courses-là. Ils nous font plaisir d'être à l'avant aujourd'hui, Mathieu Burgodeau et Matteo Vercher, et ils ont désormais la minute donc d'avance sur le peloton. C'était pas forcément dans le plan là des équipes de sprinteurs qui vont devoir un petit peu cravacher pour les ramener dans le rang. 20 km de l'arrivée tout pile et 1 minute et 8 secondes d'avance pour Matteo Vercher et Mathieu Burgodeau.
qui font mieux que résister. Là, à un moment, l'écart était très redescendu. Il n'y avait plus que 12 secondes. On pensait qu'ils allaient être repris. Puis le peloton a décidé de temporiser de nouveau. Et ils en ont profité devant pour reprendre un petit peu le large. Forcément, c'est deux coureurs de la même équipe. Donc ça s'entend très bien. Ça ne s'économise pas du tout. Si c'était deux coureurs de deux équipes différentes, ça marcherait peut-être un petit peu moins. On compterait ses coups de pédale. C'est pas le cas là. Et dans le peloton, c'est un petit peu désorganisé. On voit plus trop l'Intermarché à l'avant. On voyait plus les équipes de leaders qui replaçaient leurs leaders dans des petits passages un petit peu étroits pour éviter tout souci. Et là, c'est Edward Tuns pour Lidl Trek, le champion de Lettonie, qui ça y est, prend les choses en main. C'est pas qu'on s'inquiète, mais on sent que si on veut les rattraper, ces deux coureurs là à l'avant, il va falloir quand même travailler un petit peu parce qu'ils lâcheront pas devant. Ils iront jusqu'au bout, ils vont se vider dans l'espoir de créer l'énorme surprise. Allez, attention là, c'est tombé derrière, c'est tombé dans le peloton avec Jonas Ruch là, qui reste au sol. Jonas Ruch qui est tombé, qui reste au sol. Ça a l'air, il bouge, mais il s'est fait très mal. Il s'est fait mal, son vélo est dans le fossé. Ça a l'air un peu sérieux. Il va y avoir un petit protocole commotion. Il y a un coureur qui est tombé avec lui, c'est Einer Rubio. Mais lui, il a pu repartir très vite. Il s'est pas fait mal. Et ouais, c'est Ruch qui tombe le premier, Einer Rubio qui fait que lui passer par-dessus ensuite. Il tombe pas vraiment Rubio, il passe par-dessus. Et il y a eu une petite chute aussi tout à l'heure pour Marc Soler, mais pareil, sans gravité comme pour Rubio. Pas aussi grave que celle que vient de se prendre Jonas Ruch là. On est dans cette difficulté de Nuillé sur Vicoin, 16 km de l'arrivée. C'est pas la plus dure de ce Tour de France, mais ils se livrent à fond. Les deux coureurs de devant là, ils sentent peut-être le coup possible, même si ça paraît très, très peu probable. Ils vont pas se batailler évidemment pour le point de la montagne à prendre. C'est Mathieu Burgodeau qui passe en tête devant Matteo Verché, en passant son relais évidemment. Un petit point, c'était le seul de la journée. 44 secondes d'avance pour les deux hommes de tête. Le peloton qui monte rapidement, mais sans non plus mettre un rythme terrible. Matteo Verché qui n'en peut plus, qui laisse Mathieu Burgodeau partir tout seul. Ce sera le dernier résistant là, le français Burgodeau. Le peloton qui s'est largement rapproché, plus que 20 secondes. Et derrière, il y a une crevaison là pour Tim Merlier. Une crevaison pour Tim Merlier, c'est pas le bon moment du tout. Ah là là, en plus, ses équipiers vont probablement pas trop l'attendre parce que on travaille aussi pour protéger Remco Evenepoel. Ah, il y a aussi une chute là dans le peloton, c'est Michael Woods. Michael Woods, il est tombé tout seul. Bon, ça va, petite chute sans trop de gravité. Il avait en fait crevé et ensuite il a perdu un petit peu le contrôle de son vélo, mais ça va. C'est pas Michael Woods, c'est Chris Neylands qui est tombé. Ah là là, et la crevaison aussi pour Paul Pénoët, le français de la Groupama FDJ. Ah, c'est pas de chance ça, 10 km de l'arrivée. C'est le pire timing. Parce que non seulement il faut ensuite revenir dans le peloton, mais ensuite il faut remonter le peloton à pleine vitesse. Alors que pour Burgodeau, qui n'a plus qu'une dizaine de secondes à l'avant, ça va bientôt être fini. Il n'y aura évidemment pas d'exploit. Ils auraient eu le mérite d'essayer, les coureurs de la Total Energy. On approche du final, Mathieu Burgodeau a été repris. On voit l'Alpecin de Koenig bien placé. Ils n'ont plus Jasper Philipsen, mais ils ont toujours Caden Groves. Tim Merlier est rentré dans le peloton, mais il n'est pas encore tout à fait remonté aux avant-postes. Paul Pénoët, lui, n'a pas réussi à rentrer. Alors qu'on annonce Jordi Meus pour la Red Bull Bora-Hansgrohe lâché. Ça devrait donc être Danny Van Poppel qui va faire le sprint du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe. Jordi Meus, toujours marqué par sa chute, ne sera pas là. Voilà Tudor d'Alberto Dainese, plutôt bien placé aux avant-postes. Avec l'Alpecin, c'est les deux coureurs, là, les deux équipes les mieux placées, les mieux représentées. Quelques coureurs pour la Bahreïn de Phil Bauhaus. Dylan Groenewegen pour la Jayco Al-Ulam a l'air bien seul. La Picnic Postenel qui remonte désormais. Brian Coquard aussi isolé. Wout van Aert bien placé, va peut-être faire le sprint aujourd'hui, Wout van Aert. Il a l'air impliqué. L'Arkea qui remonte. Arnaud démarre. Alors qu'on passe la ligne des 4 km, désormais plus de danger pour les coureurs du classement général en cas de chute ou d'incident mécanique qui seront classés dans le même temps que le peloton. C'est technique, il y a pas mal de virages, pas mal de ronds-points. C'est la gare de placement, mais pour l'instant, c'est l'Alpecin de Koenig qui fait le meilleur boulot. 4 coureurs aux 4 premières places pour emmener Caden Groves. L'Israël Première Tech qui remonte aussi pour Pascal Ackermann. Girmay qui est assez bloqué. Et tiens, Tim Merlier qui remonte enfin, ça y est. Merlier qui apparaît pour la première fois dans les 20 premières places du peloton. Arnaud Delis pour la Lotto, bien placé. Il n'a encore fait aucun bon résultat, Arnaud Delis. L'Ineos Grenadier aussi bien placé à l'avant. On va travailler pour Samuel Watson probablement. Et les coureurs de la Lidl Trek, qu'on avait aussi pas vu, qui sont ça y est de nouveau à l'avant, bien sûr, pour amener le maillot vert, Jonathan Milan. Ça va très vite là, c'est une descente avant le fond plat montant. On va à 80 km/h. Wow, c'est chaud. C'est pas le moment de tomber parce que là, on se fait très très mal. Il n'y a pas vraiment de train. Il y a des coureurs un petit peu
Chacun son tour. Et Milan, s'il a 2 équipiers quand même avec lui. Ouh là là, attention, ça s'est frotté là entre Milan et Caden Groves. Mais c'est pas tombé, c'est bon. Pour l'instant, on a Arnaud Delis bien placé dans la roue de Milan. Mathieu Van Der Poel en 3e position. Caden Groves dans la roue de Delis. Ackermann pour l'Israël qui est là dans la roue de Groves. Phil Bauhaus qui est là. Démarre. Van Poppel qui remonte avec Van Aert. Ça y est, la Tudor qui remonte aussi Dainese au bon moment. William Girmay qui est un petit peu loin. La Picnic Postenel aussi. On vient de passer la flamme rouge. Trentin désormais aux avant-postes qui mène. Dainese derrière lui. Milan 3e. Van Aert qui est revenu dans la roue de Milan. Caden Groves qui joue là avec des coudes avec Milan. La Groupama FDJ qui n'a pas Paul Penouet, mais il y a Lewis Aski qui est bien placé. Et Van Der Poel qui amène Caden Groves de très loin aux 500 mètres. Milan qui se bat pour prendre la roue de Groves. Derrière ça se bat entre l'Israël avec Jake Stewart. On a Vincenzo Albanese pour l'IF aussi bien placé. Wout van Aert en 6-7e position. Et c'est parti pour Caden Groves. Caden Groves qui est le premier à lancer. Jonathan Milan qui lance à son tour. Wout van Aert dans la roue de Milan. Pour l'instant, Milan toujours en tête. Van Aert en 2e position. Et Milan qui va s'imposer devant Van Aert. Groves 3e. Net et sans bavure. Jonathan Milan qui remporte sa victoire sans souci. Sans souci. La belle 2e place pour Wout van Aert. Comme d'habitude, abonné aux 2e place. Tim Merlier a été finalement lâché dans le final. Il avait plus de jus suite à sa poursuite. Pour revenir dans le peloton, il n'a même pas disputé le sprint au final. Une victoire, 3 sprints et une victoire pour chacun des 3 favoris. Une pour Philipsen, une pour Milan, une pour Merlier. Ils étaient tous les 3 venus pour ça. Ils seront tous les 3 contents. Allez, on revoit le ralenti avec Milan qui pousse un petit peu Stewart pour prendre la roue de Caden Groves. Et au moment où Groves lance, Milan lance juste derrière. Il le dépasse facilement. Wout van Aert, il a parfaitement suivi Jonathan Milan, mais à aucun moment il peut lui reprendre le moindre centimètre. Il reste dans la roue, il reste derrière Wout van Aert. Et derrière, il y a même une petite cassure pour la 3e place de Caden Groves qui termine 3 vélos derrière. Et ça doit être Ackermann qui vient faire 4e et Arnaud Delis qui fait un premier bon résultat avec une 5e place dans ce sprint. Mais personne ne s'est approché du niveau de Jonathan Milan, largement au-dessus des autres. Ça faisait depuis 2019 qu'aucun Italien ne s'était imposé sur les routes du Tour de France. C'est une stat assez improbable à laquelle vient de mettre fin Jonathan Milan, donc en s'imposant aujourd'hui de bien belle manière, la 23e victoire de sa carrière et la 8e de sa saison déjà. Le surpuissant Jonathan Milan, il fait 1m96 Jonathan Milan. Je pense que c'est le cycliste le plus grand peut-être de l'histoire, parce qu'un 1m96 c'est pas du tout un physique de cycliste pour 87 kg. Il va morfler dans la montagne s'il veut ramener le maillot vert à Paris. Il va falloir qu'il soit fort pour arriver dans les délais. Milan qui devance un Wout van Aert, ça fait plaisir. C'est la première fois qu'il participe à un sprint sur ce Tour de France. Wout van Aert, il vient chercher une habituelle 2e place. Caden Groves, le remplaçant de Philipsen, prend la 3e place. Pascal Ackermann pour Israël, première tech 4e. Arnaud Delis 5e. La 6e place pour Tobias Lund Andresen de la Team Picnic Postenel. Brian Coquart termine premier français pour la Cofidis, 7e devant Alberto Dainese, 8e, Vincenzo Albanese, 9e et Stian Fredheim de l'UNOX Mobility qui vient chercher la 10e place. William Girmay décevant, seulement 19e. Pas beaucoup mieux pour Dylan Groenewegen, très discret, seulement 16e. Et puis Tim Merlier, il a vraiment lâché dans le final. Il finit même pas dans le premier groupe, il termine 56e à 23 secondes du vainqueur. A noter le temps perdu pour les coureurs qui sont tombés hier, qui ont fini tranquillement, sans trop puiser. Joao Almeida termine à 6 minutes et 42 secondes et abandonne encore plus toute ambition de top 10, lui qui visait même le podium avant ce tour. Louis Barret termine à 6 minutes 46. Et puis le dernier du jour, c'est Jonas Ruch, lourdement tombé dans le final, mais qui a quand même terminé à 13 minutes et 53 secondes de Jonathan Milan. Pas de changement au classement général dans le top 10. Tadej Pogacar toujours leader devant Evenepoel et Kevin Vauquelin. Par contre, changement au classement par points. Jonathan Milan qui prend le maillot vert des épaules de Tadej Pogacar. William Girmay est 3e de ce classement. Il n'y avait quasiment pas de points de la montagne, donc pas de changement. Tim Wellens toujours leader devant Tadej Pogacar et Ben Illy. Pas de changement au maillot de meilleur jeune pour Remco Evenepoel. Il est encore meilleur jeune. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là. Il devance Kevin Vauquelin et Oscar Onley. Demain, on est parti pour une étape tout aussi similaire, puisqu'elle est tout aussi plate entre Chinon et Châteauroux. Et cette fois-ci, il n'y a même pas de poids de la montagne. Il n'y a même pas un petit point à aller chercher. Il y a juste un sprint intermédiaire assez rapidement au bout de 23 km. Donc déjà, vous pouvez oublier tout échapper dans ces 25 premiers kilomètres. Peut-être s'en formera
une. Peut-être qu'il s'en formera une après. Mais c'est pas sûr. Pourtant, il y a une récompense puisqu'aujourd'hui, Mathieu Burgodeau et Matteo Vercher ont tous les deux été nommés combatifs du jour. Quelque chose d'assez rare pour être signalé. Un jour, il n'y en a eu aucun. Du coup, aujourd'hui, il y en a deux. Il y avait une prime extra à distribuer. Ça sera pour ces deux coureurs-là. On verra s'il y en aura d'autres courageux comme eux demain. C'est pas du tout sûr. Salut à tous. Salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.